Bonsoir, bienvenue à une soirée à entrées multiples et à événements multiples, pour laquelle je vais commencer par des annonces très pratiques, pour vous dire tout d'abord que à la sortie, vous allez trouver une mini-boutique. On n'a pas encore une vraie boutique au Capitole, ça viendra, mais une mini-boutique qui mettra en vente, si vous le souhaitez, à la fois l'affiche de cette rétrospective consacrée à Amos Gitaï, le livre qui a été édité par les éditions Gallimard, Amos Gitaï, livre collectif, Amos Gitaï, architecte de la mémoire, qui est en quelque sorte le catalogue de tout cet événement et pas seulement de l'exposition, et également le pass Amos Gitaï, qui vous permet à la fois de profiter de tous les films de la rétrospective ainsi que de l'exposition au musée de l'Élysée. Après ces quelques informations pratiques, venons-en à l'événement que nous préparons depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle. On l'avait renvoyé parce qu'il y avait eu d'autres occasions, parce que... Et comme Amos Gitaï est un cinéaste qui tourne plus vite que son ombre, au départ on voulait faire l'avant-première de Lullaby for My Father, son antépénultième film. Ensuite on s'est décidé, puisqu'entre-temps il avait tourné Ana Arabiya, de faire l'avant-première d'Ana Arabiya, et entre-temps, il a évidemment tourné encore un film, c'est Silly, qu'il a présenté hors compétition au Festival de Venise cette année, et que nous aurons l'honneur, je vous l'annonce en première, que nous aurons l'honneur aussi de présenter en avant-première, en clôture de cette magnifique rétrospective. Cette rétrospective va présenter au cours de 3 mois, un peu plus de 3 mois, jusqu'au mois de décembre, à peu près toute l'œuvre d'Amos Gitaï. Je dis à peu près parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec lui et qu'il en aura peut-être tourné encore un autre entre-temps. Une rétrospective qui s'accompagne, ou plutôt qui est totalement liée, intrinsèquement liée à cette exposition Amos Gitaï, architecte de la mémoire, qui sera vernie demain et ouverte mercredi au musée de l'Élysée, architecte de la mémoire, exposition que nous coproduisons avec évidemment le musée de l'Élysée, mais aussi la Cinémathèque française, où il a déposé toutes ses archives papier et qui a réalisé cette exposition avec son commissaire Mathieu Orléans, et avec Galerie à Bruxelles. Je dois encore ajouter une petite chose pour vous dire que Ana Arabiya, le film que vous allez découvrir ce soir en avant-première suisse, sortira le 3 octobre au cinéma City Puy, ici à Lausanne, et dans d'autres salles de Suisse, bien évidemment. Je passe maintenant la parole à celui avec qui, en quelque sorte, on a commencé certains des événements ici même. Vous vous en souvenez peut-être. Nous avions inauguré à la fois une rétrospective Fellini et une exposition Fellini au musée de l'Élysée en compagnie de celui qui va arriver sur cette scène dans quelques minutes, et en compagnie d'Anouk Aimé aussi, qui venait présenter la Dolce Vita. Et nous terminons un tout petit peu ce cycle avec celui qui va venir maintenant pour présenter et dire quelques mots de cette exposition. C'est bien sûr celui qui est venu et qui nous quitte pour Arles, Sam Sturze, directeur du musée de l'Élysée. Bienvenue Sam. Moi j'ai cru un instant que Anouk Aimé arrivait ce soir, vous devez être très déçus. Non, je ne crois pas qu'elle ait joué dans un film d'Amos Gitaï, encore qu'elle aurait pu. Oui, on en a parlé il y a quelque temps. Effectivement, ça fait un moment qu'on discute de ce projet, et la photographie et le cinéma ont bien évidemment beaucoup de choses à se dire, et quand vous avez un cinéaste qui est un peu ou beaucoup cinéaste, un peu architecte, un peu ou beaucoup photographe, qui est finalement, somme toute, un artiste, c'est normal qu'il ait les hommages des écrans de la Cinémathèque et à la fois des cimaises du musée de l'Élysée. Je vous invite grandement à découvrir l'ensemble de ces films, mais peut-être à rentrer aussi par une autre porte, la porte de l'exposition, qui vous permettra de découvrir le dialogue entre les images fixes et les images animées. Depuis quelque temps, mais Amos Gitaï vous en parlera mieux que moi, la question de l'exposition aussi comme objet, l'exposition qui se déploie non plus comme une ligne de temps, mais comme un espace, un volume, l'intrigue, l'interpelle, et ces propositions sont pour les visiteurs
un vrai challenge. C'est ce que je vous invite à découvrir au musée de l'Élysée dès demain. Voilà, merci. Merci Sam. Merci beaucoup et puis au revoir. Hein. On refera encore des choses avec Arles, probablement. Et bien maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur cette scène, en effet, quelqu'un qui probablement reviendra plusieurs fois durant ces prochains mois et qui reviendra aussi par la suite, j'en suis sûr, Amos Gitaï. Amos, merci beaucoup d'être là. Merci Frédéric, je suis très ému. Tu m'as promis qu'il va y avoir entre 20 et 30 personnes, et finalement ils sont venus. Alors tout va bien. Nous, on a d'amitié assez longue, depuis Locarno, et j'aime beaucoup cet homme qui est à ma droite. Merci. Et je sais qu'il a des luttes pas faciles, parce qu'il a envie, dans les bonnes traditions de la Cinémathèque suisse depuis Freddy, de laisser cet endroit comme un lieu ouvert, un lieu de dialogue avec d'autres cultures et pas refermé que malheureusement l'attitude générale de la planète, on peut dire même. Alors, la Cinémathèque, comme elle a dit Frédéric, moi j'avais un long rapport avec la Cinémathèque française, avec Serge Toubiana. Et à un moment donné, j'ai décidé que je manque un peu d'espace dans mes étagères, alors j'ai donné beaucoup de documents à la Cinémathèque française. Maintenant, ça y est, c'est rempli à nouveau. Et Sam, elle m'a fait le grand plaisir d'accueillir des expositions qui étaient à Paris. De toute façon, on va venir tout à l'heure pour parler après Anna Arabia. Je crois qu'effectivement, la programmation de Lausanne est très bien parce qu'elle suit à partir de là de façon assez chronologique. D'abord, tous les films de fiction. Demain, c'est Esther et Berlin-Jérusalem. Je vais venir après Berlin-Jérusalem pour dialoguer avec vous. Et après, la trilogie de Golem, le Kadosh, Kippour et toutes les séries de films qui suivent. Je vais dire quand même quelques mots sur le film qui va être présenté ce soir. L'idée de ce projet a commencé par un coup de téléphone que j'ai reçu de Marie-Josée Sanselm, qui a écrit avec moi presque tous les films depuis Kippour, qui m'a dit un jour, écoute Amos, il y avait un dispatch de Agence France Presse qui raconte une histoire de femmes rescapées de Auschwitz qui est tombée amoureuse d'un ouvrier palestinien et que maintenant elle a 7 enfants, 25 petits-enfants, etc. Et comme Marie-Josée m'a parlé de cette dispatch, je dis, écoute, encore le Moyen-Orient avec ses histoires, etc., est-ce qu'on n'a pas assez de cette histoire? Mais après quelques semaines, voyant les choses qui passent effectivement dans les brutalités de cette région, je leur dis, on va quand même faire un film. Il faut parler aussi d'amour, de coexistence, de possibilité de créer le dialogue un avec les autres, c'est important. On va faire un film qui va être le contre-courant des choses qu'on voit sur le journal de 20h. Et on a travaillé longuement pour écrire. Le film que vous voyez ce soir, il est très inspiré aussi par des séries de documentaires qui vont être montrés ici à Lausanne, je crois au mois de novembre, qui s'appelle une série de 3 films qui s'appelle Le Wadi, que j'ai fait pendant 20 ans dans une petite communauté dans ma ville natale, dans laquelle il y a cette issue fragile de coexistence entre les Juifs et les Arabes. Alors, je dis tout à l'heure dans les petits vernissages dans le musée d'Élysée que moi je crois qu'il faut parler de coexistence, même si ce n'est pas
dans l'ordre du jour, et même s'il y a beaucoup de forces de cette région qui veulent la bagarre, il faut qu'on continue à parler. Je crois que les idées, ils sont aussi forts. Il faut parler des idées, il faut garder cette mémoire. Je ne veux pas parler trop longtemps, parce que c'est un risque de parler trop long avant la projection. Alors merci d'être ici ce soir, et on va se voir tout à l'heure. Merci. Merci à Mossé, à tout à l'heure en effet. Merci. À quel moment de l'écriture du scénario avec Marie-Josée Sanselme tu as eu envie de raconter cette histoire en un seul plan, ce qui est pour tout cinéaste et pour toute personne un pari un peu fou, presque unique, puisqu'il y a extrêmement peu de films dans le monde qui ont été tournés de cette manière-là. À quel moment tu en as ressenti la nécessité? Parce que chacun de tes films est toujours un pari, tu lances tout le temps des paris à toi-même dans la création, chaque film est totalement un renouvellement. Et là, en effet, tu te lances un pari un peu fou. D'abord, c'est toujours compliqué de parler tout de suite après le film, parce que, c'est-à-dire comme spectateur, je trouve que le meilleur film que moi j'ai vu comme spectateur commence comme la projection est terminée, tu vois. Parce qu'on promène avec des images et des notions, disons, de certaines choses, et là il y a un travail d'interprétation. Chacun des spectatrices ou des spectateurs, il faut qu'il fasse cette démarche. D'ailleurs, c'est le public, c'est le rapport que moi j'aime même comme spectateur, c'est-à-dire j'aime être interprète, pas consommateur. Tu vois. Alors, bon, ça c'est un petit parenthèse. Moi, je pensais tout de suite que j'ai envie de faire un plan de séquence parce que, comme je dis avant le film, comme j'ai décidé de faire ce geste, je me suis dit que moi, je n'ai pas envie de couper le rapport entre les Juifs et l'Arabe dans mon pays, dans cette région. Et si je traduis cette phrase au syntaxe de cinéma, alors, comme je n'ai pas envie de couper le rapport entre les Juifs et l'Arabe, alors je ne coupe pas. Alors, c'est un seul plan. Voilà pour la réponse. Mais à partir de là, il y a beaucoup d'autres choses qui s'installent dans le film. Il y a un labyrinthe, il y a un jardin extraordinaire, il y a l'amour, il y a quand même des frontières. Alors, bon, il y a plein de questions que je voudrais te poser, mais peut-être commençons par la fin, puisque c'est ce qu'on vient de voir et ce qui nous reste quand même très fort, c'est cette dernière image. Cette image d'un monde qui est entouré, où il y a des frontières. C'est un monde qui est quelque part aussi, lui, d'une certaine façon coupé. On retrouve là ton goût et l'importance de l'architecture, du rapport au paysage, de cette interaction entre deux mondes, finalement, qui sont là, d'une certaine manière antagonistes, et avec ce sentiment qu'il y a un monde qui est en train de manger l'autre. Dans mon ressenti de spectateur. Non, tu as raison, exceptionnellement. Merci. Tu sais, Frédéric, comme je trouve qu'il ne reste pas beaucoup de force dans cette région qui veut parler de coexistence, je crois que la force principale qui est quand même considérable, c'est le quotidien. C'est-à-dire, malheureusement, l'homme politique capable d'avancer comme Rabin était assassiné. Dû mon prochain projet de film, je vais faire l'année prochaine, j'espère, si je peux, un film sur l'assassinat de Yitzhak Rabin. Mais, parce que je crois que c'est un moment important. Mais actuellement, il n'y a plus de force politique qui veut vraiment rapprocher les gens. Alors, la seule chose, c'est le quotidien. C'est-à-dire, que les gens voient un à côté les autres, qu'il y a une expérience quotidienne. Et je crois d'ailleurs, pour élargir un peu le sujet, c'est même pas une histoire seulement israélo-palestinien au Moyen-Orient, c'est même vrai pour ce bel pays, la Suisse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des étrangers. C'est obligatoire, il faut qu'on reconnaisse l'existence de l'autre.
On ne peut pas faire une chose trop ciblée, trop hermétique, trop murée. C'est bien gentil que l'Europe a fait tomber le mur de Berlin. Elle est en train de construire un mur beaucoup plus large autour du continent qui va éjecter toute l'existence de l'autre. Il faut l'autre. Alors, maintenant je reviens à ta question c'est effectivement cette plan qui finit. Pour revenir à l'architecture, que j'aime beaucoup l'architecture, parce que l'architecture incarne une démonstration concrète des idées. C'est-à-dire c'est une façon de traduire, et depuis le début de la civilisation, des gestes humains dans les paysages. Alors cette petite enclave, cette petite bidonville fabriquée par ce groupe de gens eux-mêmes, dans quelque façon c'est déjà un geste d'autonomie, c'est-à-dire dire on n'accepte pas les règles de jeu de la société dans le sens large. Par exemple, nous, je dis au nom de ces gens de cette enclave, on adore cet arbre un peu bizarre, mais c'est sûr que s'il y avait un ingénieur bien pensant, il a dit qu'il faut couper l'arbre parce que ça dérange l'accès de cette enclave. Mais cette communauté adore l'arbre comme s'il était un membre de cette communauté, un membre de cette famille. Alors, la construction des tissus, des environnements atypiques, c'est un geste primaire, une volonté de déjà afficher une certaine autonomie. Et moi, je remercie beaucoup mes équipes de production qui dû négocier assez longtemps avec les gens de cette enclave pour nous laisser filmer. Ils ont été créatifs. Ils sont même, parce que c'est effectivement un endroit dans lequel les gens vivent, ils sont même, pour pas qu'il y ait trop de bruit pour le son, ils sont invités chaque jour les enfants pour aller à Luna Park, Safari de Ramat Gan. Chaque fois, ils ont été hyper créatifs, que je peux tourner tranquillement. Et le résultat, c'est que j'ai eu cet endroit, comme tu dis, labyrinthe, très unique et très, très touchant. Peut-être une parenthèse un peu plus liée à la création même de l'œuvre, mais vous avez longtemps cherché cet endroit justement pour qui représentait ce que vous vouliez raconter, ou ce que tu voulais raconter. Moi, je cherche toujours. Pour moi, des fois, je fais le casting de décors avant de faire le casting des comédiens. Parce que comme je suis seulement un architecte, je fais des films, mais je n'ai jamais fréquenté une école d'architecture, même pour une heure. Alors, j'aime beaucoup l'exercice que j'ai tapé 9 ans dans différentes écoles d'architecture, d'abord en Israël et après aux États-Unis. Mais je dois toujours faire cet exercice de transposer une discipline sur un autre. Alors, moi, je trouve que cette recherche de décor, pour revenir à ta question, est essentielle pour cette... Moi, je n'avais pas le moyen de raconter cette histoire si je n'avais pas ce type de décor. En plus, que j'ai beaucoup aimé que mon équipe, que j'aime beaucoup, que je remercie énormément pour cet film, Laurent Trouchot qui est ici, qu'on travaille depuis 25 ans, un quart de siècle, c'est quand même pas mal. Et notre équipe en Israël, qui est des gens vraiment très créatifs, très élastiques, très, très agréable de travailler avec. Les 7 protagonistes, Youssouf Abouarda, qui est le rôle principal, que je lui dis souvent, que moi je suis innocent dans cette affaire, parce que ma mère, elle m'a dit que lui c'est le meilleur acteur, alors je lui dis, écoute, je t'ai hérité de ma mère, je ne peux rien faire, alors je t'amène sur le plateau. Et tout ce groupe-là, c'est-à-dire il y a une sorte de réalité humaine tellement intéressante, riche, qui nourrit des projets de celui-là, et l'architecture, toujours l'architecture. Mis à part le lieu, il y a les histoires, parce que comme souvent dans tes films, s'encastre dans l'espace
plusieurs histoires, évidemment plusieurs personnages, mais chaque personnage est aussi porteur de plusieurs histoires. Et on a l'impression finalement d'un jeu de poupées russes. Enfin, on est aussi dans l'idée du labyrinthe, hein, mais d'un jeu de poupées russes, d'histoires, de récits. Donc comment sont nés ces récits? Comment tu allais les inventer ou les choisir pour ressortir au fond toutes ces histoires qui composent ce microcosme? Alors d'abord, effectivement, les récits, comme je dis en petite introduction, ils sont très inspirés des trilogies documentaires Wadi, et qui, si je peux revenir, je vais revenir ici de parler de Wadi. Et d'ailleurs, comme la musique de Gustav Mahler, qui est la première symphonie, troisième acte, très fortement inspirée par les chansons populaires Frère et Jacques. Alors, j'ai fait, d'une façon plus modeste, mais à la manière de Gustav Mahler, qui effectivement a assemblé des éléments qui existaient dans la culture populaire. Il a rendu une structure symphonique. Moi, j'ai pris des discours et des paroles de mon film Wadi. Le projet il est devenu toujours compliqué, comme on fait des plans séquences, parce qu'il faut établir les chorégraphies entières de cette plan, c'est-à-dire des placements des comédiens, les textes d'un endroit particulier, les mouvements relatifs de l'équipe de caméra et l'équipe de son vis-à-vis ce placement et déplacement des comédiens. Et ça, c'est un exercice qui n'était pas si simple. On pourrait peut-être poser la question au public, s'il a quelques questions. Comme d'habitude, je lui ai promis que le public lausannois était un public réactif, qui avait des questions à poser. Donc, il y a 2 micros. Voilà, monsieur, ben voilà, ça commence tout de suite. Merci. Le micro est là. Merci de prendre le micro et de parler dans le micro pour que tout le monde vous entende. Bonsoir. J'avais une question. Combien de fois vous avez tourné ce plan séquence? On a fait 9 prises. 4 des 9, je coupais au milieu, ils n'étaient pas bons. Et sur les 5 restants, il y a un qui est bien. Et normalement, en cinéma, c'est suffisant parce que c'est le film que vous avez vu ce soir. Si vous permettez une autre question, quelle langue est-ce qu'il parle et pourquoi? Quelle langue il parle? Majorité hébreu, un peu arabe. Très peu. Pardon? Je vois pas. Très peu, c'est là. Très peu, c'est moi. Oui, pas beaucoup. Je vous ai demandé pourquoi. Parce que la langue dominante d'Israël, c'est l'hébreu, si tu veux ou tu veux pas. Et ils parlent des fois arabe comme ils sont tout seuls sans des côtés israéliens. C'est normal, c'est la réalité. On ne peut pas fabriquer des choses pareilles pour dans les devoirs d'être politiquement correct. Il ne faut pas faire un forcing sur le réel. Autre question, de l'autre côté aussi. Là, tout au fond derrière. Et tout au milieu, donc il va falloir un petit peu de patience pour que le micro arrive. Je le dis aussi pour ceux qui sont en haut parce qu'ils ne le voient pas. On est vraiment là, tout au bout. Ça va venir. Même ici, notre collègue a le bras long. Bonsoir. J'aimerais savoir si le film a été montré au Moyen-Orient, en Palestine, en Israël, je ne sais pas, et quel a été son accueil. Il a été montré en Israël, il va être montré à Ramallah les mois prochains. L'accueil, souvent, il y a des gens qui sont pour et les autres qui pas. Est-ce qu'il y a des discussions, juste pour prolonger cette question, est-ce qu'il y a beaucoup de discussions? J'ai envie de garder cette réponse courte. Hein? Ah oui, non, tu n'es pas obligé, tu peux aussi rallonger, hein, c'est pas... Il y avait une autre question juste derrière, je crois, juste à côté. Oui. Ouais. J'avais juste une question un peu technique. J'ai entendu dire que la Steadicam est un matériel très lourd. Comment est-ce qu'il a fait pour tenir aussi longtemps le caméraman? Écoute, d'abord, il est courageux. Numéro 1. Numéro 2, après 3 prises, il était à plat. Il m'a dit, Amos, je ne peux plus.
Alors on a amené un type qui fait des acupunctures. Il était quand même à plat. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors on a appelé un autre, Steadicammer, et dès qu'il a vu de distance l'autre arrive, il a dit, non, tout va bien, je sens bien, j'ai envie de faire. Parce qu'effectivement, comme il a dit Frédéric, c'est une occasion unique de faire un film. Même technologiquement, c'était pas si facile parce que même malgré toutes les caméras numériques, etc., on avait les moyens limités de tourner. Alors il fallait un disque dur extérieur apporté par un autre assistant. Et après, pour les dernières parties des plans, j'étais envie de voir un grue de 40 mètres. Mais en Israël, il n'y a pas un grue de 40 mètres, alors on a utilisé un grue de construction. Tout l'aspect technique, un cinéma d'ailleurs comme architecture est fascinant parce qu'on peut voir des idées, mais après il faut passer par les aspects techniques et technologiques de comment on arrive à matérialiser cette sorte des idées. Autre question? Ici devant, puis forcément, après derrière c'est devant. Voilà, mais heureusement il y a un deuxième micro, on va y arriver. Si vous pouvez gentiment passer le micro à... Merci. Là-bas. Merci. Bonsoir. Un des personnages, je crois que c'est Sarah, dit qu'à un moment donné il faut oublier pour pouvoir avancer, qu'elle doit oublier son histoire, oublier son passé. Et donc ça fait évidemment penser à ce que la mémoire peut être un handicap, et en même temps quand on n'a pas de mémoire on est comme un arbre sans racines et on meurt. Et ma question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser correctement la mémoire, ou qu'est-ce qu'il faut faire avec la mémoire pour avancer ensemble et construire? Non, tout à fait. Je crois qu'une partie des réponses est déjà dans la façon que vous avez formulé les questions. C'est-à-dire, pour moi, la mémoire est nécessaire, pas strictement comme un acte sentimental. Et on va parler, je crois que c'est le 6 novembre, sur le film que j'ai fait sur mon père, Lullaby to My Father, qui va être projeté ici. Alors, pour moi, la mémoire, c'est pas une affaire sentimentale. C'est effectivement comment la mémoire peut éviter certaines choses qu'on ne va pas répéter. Quand même, il faut avancer, alors, pour éviter, il faut aussi enregistrer le passé pour pas revenir, pour pas reproduire. Je crois que c'est vrai sur un titre personnel intime, et on connaît tous, mais aussi dans le sens plus large. D'autres questions? Là-bas, madame. Alors moi j'aimerais savoir comment la paix qui est représentée dans ce film entre les deux peuples a été accueillie en Israël, puisqu'ils sont constamment exposés à la guerre. Est-ce que c'est pas plus dur d'observer la paix? Je crois que c'est dur, mais il faut quand même parler. C'est-à-dire, il faut écrire des textes, il faut écrire des livres, il faut faire des films. Et après, il y a toujours, parce qu'on est quand même dans une maison de cinéma, il y a toujours une problématique duel, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut que le film dise quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques, il y a même des positionnements de films, mais il ne faut pas oublier la forme. C'est-à-dire, pour moi, les films qui sont réussis, ils sont à la fois une expérience formelle et qui disent quelque chose. C'est-à-dire, si on fait un film pour les bonnes causes, mais il est d'une forme très réactionnaire, pour moi, il est un film réactionnaire.